Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre matinale. La parenthèse. À partir d'un certain âge, vous remarquez que votre tête se dégarnit progressivement. Puis un matin, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de cheveux du tout. C'est psychologiquement difficile à accepter pour certains, les plus jeunes surtout. D'autres préfèrent voir le bon côté de la chose et adopter le style de la boule à zéro. Alors la calvitie, nous en parlons sur la parenthèse. Qu'est-ce qui en est la cause? Est-ce possible de l'éviter? Si vous en souffrez, restez avec nous pour savoir davantage. Si vous n'en souffrez pas encore, comment prévenir cela? On vous dit tout sur cette émission. Et le talk s'interroge sur un titre resté longtemps un prestige pour notre pays, mais aujourd'hui remis en cause, légitime peut-être. En tout cas, le Bénin est-il toujours le quartier latin de l'Afrique? Nous faisons le débat. Madame, Monsieur, la parenthèse est ouverte. Et la première escale de cette émission, c'est bien sûr la minute de l'humoriste. Et on retrouve une fois encore notre groupe que vous avez commencé par découvrir depuis le début de cette deuxième saison. C'est bien sûr le De Jésus Comedy Club. Ils nous reviennent cette fois-ci dans Démonstration de force. Tonton, je peux vous aider. Je... Ah non, mais laisse-moi. Mais toi là, qu'est-ce que toi tu as à foutre ta sale bouche dans moi, mes affaires? Oui. Ça là, ce sont mes affaires. Tu me prends pour un incapable? Mais non, je ne le suis pas. Moi, je suis un karatéka. J'ai de la force comme ça. Et mais tu avais deux dessins. Il y a la gloire, avec toi. Toi, le moyen, il y a. Jetez à l'œil. C'est comme ça que vous faites. Et vous mettez vos sales bouches là dans les affaires des autres. Moi, je suis karatéka. J'ai la force ici. Laisse-moi. Je vais faire ça. Je vais faire ça seul. Attends, tu vas voir ce qu'on appelle la démonstration de force maintenant. Attends, tu vas voir. La démonstration de force. Hein? Pour une démonstration de force, ça en est vraiment une, n'est-ce pas? Mylène Fanou, bonjour. Ah oui, oui, j'ai tout vu ce matin. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Et ils sont avec nous donc les deux membres qui forment le De Jésus Comedy Club. Eux, ce sont Polycap Carpo et Abel Maulin Contor. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous. Alors, tout le plaisir. C'est quoi? C'est une répétition, c'est ça? Non, non, c'est une façon de parler. Alors, le De Jésus Comedy Club, comment est-ce que ça a commencé? Ben, ça a commencé, il y a d'abord, il faut rappeler qu'il y a quelques mois, cela a commencé, un peu moins de 8 mois déjà, puisque c'est seulement en décembre dernier que ça a commencé. Et comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que cela pourra être bien expliqué? Je ne sais pas, mais bon, tout ce que je sais, c'est que Polycap et moi, on se connaissait il y a très très longtemps. Ça fait déjà un peu plus de 10 ans qu'on est ensemble et chacun travaille dans son sens. Vous savez, moi, je suis animateur radio et télé. Et Ok. lui, il est technicien, donc ce qui nous mettait ensemble était bien évident, voyez-vous, donc on faisait tous les travaux ensemble. Et l'autre côté que chacun a aussi, après ses travaux, c'est le côté humoristique. Et à chaque fois qu'on se retrouve, on fait rire tous ceux qui sont autour de nous, on fait rire tout notre entourage. Alors, un jour, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce que on ne se met pas ensemble pour créer quelque chose? Du coup, on a fait un premier essai, c'était Pasteur Nadia Gay nous dit, je ne sais pas si Bien vous avez sûr, vu ouais. ça, et ça a pris.
On s'est amusé un soir là, on a pris une caméra, on a tourné chez lui et ça a pris seulement comme ça. On a dit, bon voilà, c'est une carrière qu'on doit embrasser et puis bon voilà, ça a démarré. Et après cette vidéo de Pasteur, la démonstration de force qu'on vient de voir et plein d'autres vidéos s'en ont suivi et puis la carrière a démarré comme ça. Et depuis, vous ne cessez plus de tourner des vidéos. Et surtout, votre particularité, c'est que vous observez quelque part l'actualité sociopolitique. Et voilà, c'est peut-être un déclic dans votre tête. Les sujets, les thématiques que vous abordez tournent autour quand même de la vie autour de nous. Pas seulement les actualités sociopolitiques, on parle de tout. Mais comme on trouve plus à traiter en politique, on le fait. Mais bon, avec un peu de retenue. Un peu de retenue. Il y a eu Saint-Georges de Badagry, il y a eu aussi Saint-Luc d'Atrou-Cocody. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors rassurez-vous, hein, vous êtes jeune, n'est-ce pas? Bien sûr. Votre cheveu blanc, ça n'a rien à voir. Non, non, du tout. Alors Mylène, tu es avec un invité ce matin. L'invité, je vais te laisser nous le présenter. Tu ne m'installes pas comme il se doit. Non, vas-y, présente-le. Je suis avec le docteur Amos Bokodaro, qui nous parle du sujet que tu as si bien introduit. Oui, et justement, celui qui est à côté de toi, je crois, non, observe bien. Oui, j'ai vu J'ai dès vu. le début. Il y a un V. Non, mais c'est Un début de V, hein. c'est un signe de richesse, vous ne savez pas. Ah richesse. oui. Oui, c'est un signe de richesse. D'accord. Paraît-il en Afrique, grand-mère a dit, en Afrique, quand on perd de ce côté, on récupère forcément de l'autre. Donc, vraiment, oui, c'est un signe de richesse. Commencez pas à vous apprêter, vous allez commencer par me demander de l'argent maintenant. Parce que là, je vais être riche d'ici à là. Ah, d'accord. Alors, on installe la rubrique santé. Alors, Raymond, tu l'as si bien introduit. Ce lundi, on s'intéresse à une maladie principalement masculine. Elle touche également les femmes, mais à faible proportion. On parle de la calvitie, les cheveux qui chutent entre 20 et 30 ans ou encore plus tôt. Pourquoi, comment, existe-t-il un traitement pour y remédier? C'est à toutes ces questions qu'on compte. On va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. C'est pourquoi je suis avec le docteur Amos Bokodaro, que je vous ai présenté plus tôt. Docteur, bonjour. Bonjour, Madame Fanon. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Je vais très bien. Merci. On parle de la calvitie en termes plus simples. La calvitie, qu'est-ce que c'est? Je m'exprimerai plutôt en termes d'alopécie, après avoir fait un clin d'œil à tous les amis, téléspectateurs et internautes qui nous suivent à l'instant. Alopécie pour dire une perte totale ou partielle des cheveux sur le cuir chevelu ou des poils sur toute autre partie du corps. Donc le terme calvitie est un terme beaucoup plus profane parce que la calvitie n'est qu'une forme d'alopécie. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le métier, c'est bien ça. Pour les Ah, initiés. oui. Alors, comment ça se manifeste? Voilà, d'abord, il faut dire un mot sur les cheveux. Les cheveux, c'est quoi? Les cheveux constituent un organe pas moins important du corps humain. Je dis pas moins parce qu'on peut vivre sans. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes là, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas du tout. Il y en a même s'ils l'ont, ils les rasent totalement pour adopter ce style-là. Donc je reviens sur les cheveux qui sont, je disais, un organe pas moins important du corps et qui sont portés par le cuir chevelu, qui n'est rien d'autre que l'enveloppe qui coiffe ou bien qui protège à l'extérieur la boîte crânienne. Un homme dispose environ parce que seul Dieu peut dire le nombre de cheveux que nous disposons. Oui. Les scientifiques ont démontré qu'un homme dispose environ de 100 000 à 150 000 de cheveux qui évoluent de façon cyclique. Le cycle, c'est que les cheveux se renouvellent tous les 2 à 3 ans chez l'homme et tous les 4 à 6 ans chez la femme. Il faut aussi dire que nous perdons constamment chaque jour nos cheveux. Environ 25 à 60 cheveux sont perdus chaque jour et sont renouvelés par des cheveux plus fins et plus nouveaux. Voilà. Donc, c'est cela qui était important à souligner pour savoir un peu ce que c'est que les cheveux. Celui qui souffre de la calvitie, ça chute et ça ne repousse plus, c'est bien ça? Oui, Comment ça dépend. se C'est une passe? affaire de degré.
Lorsqu'on parle d'alopécie, parce que j'ai dit que c'est le thème le Scientifique. plus scientifique, le plus consacré, il y en a de plusieurs ordres, sinon de plusieurs étiologies. Il y a les alopécies androgéniques qui constituent 90% des causes de perte de cheveux. Et c'est dans ça qu'on a la calvitie. C'est ça qui correspond à la calvitie, je veux dire. Et quelles sont les causes là? Les causes de l'alopécie androgénique ou bien de la calvitie, si vous voulez, sont beaucoup plus hormonales et génétiques. C'est-à-dire quoi? Il y a une hormone sexuelle qu'on appelle testostérone, que On trouve chez l'homme. que vous connaissez très bien. Et il y a une autre hormone qui convertit cette hormone qu'on appelle testostérone, qui est la 5-alpha réductase. Ça, c'est le thème technique. Je ne vais pas Ah oui, embrouiller. très Je n'ai technique. nullement Vous nous l'intention embrouillez déjà. d'embrouiller les amis téléspectateurs. Il faut retenir quoi? Il faut retenir que cette hormone-là, à des moments donnés, accélère l'activité. L'activité de cette hormone accélère le renouvellement des cheveux. C'est ça, j'ai dit que les cheveux se renouvellent. Cette hormone, lorsqu'il est en excès, en hyperactivité, ça permet que ce renouvellement de follicules pileux se fait de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus drastique et évolue avec le temps à une disparition totale du follicule pileux. Et c'est ça qui est la calvitie dont elle parlait, qui ne se régénère plus. Et l'essai vient de quoi? Quelle est la cause? Non, les causes, c'est peut-être un excès de cette hormone-là. Et là, il y a plusieurs examens paracliniques qu'on fait pour voir quelle est la cause de cet excès et mettre le traitement adapté. Mais il y a aussi un facteur génétique. Et lorsque le facteur génétique est associé à cette cause hormonale qui est l'excès d'activité de cette hormone qui agit sur la testostérone, ça accélère encore le processus. Et il faut dire que plus les hommes ou les femmes, parce qu'elles sont aussi concernées, commencent tôt le processus, la trentaine chez les hommes, 35, parfois 40, 50, les femmes 35 ans à 40 ans parfois, mais elles ne représentent que 25%. Plus tôt le processus commence, plus on a de chances qu'elle soit complète et parfois irréversible. Et la cause génétique, c'est quoi? C'est qu'elle est incriminée des facteurs génétiques, surtout dans la lignée maternelle, qui, lorsqu'ils sont présents, ajoutés à cet excès d'hormones que j'ai nommé tout à l'heure, et accélère le processus de disparition des cheveux. Elle est héréditaire. Si, il y a une notion d'hérédité dedans. En clair, si votre père est chauve, c'est fort probable que 90% de que vous chance. héritez de cela. Pas forcément lorsqu'un parent dans la lignée maternelle l'est beaucoup plus. Ok, Maternelle, donc c'est hein. plus prononcé du côté. Du côté de la maman, de la- parce que c'est démontré que le gène mis en cause est porté par le chromosome sexuel INS. Alors le sujet en face, docteur, est-ce que vous pouvez officiellement lui dire, voilà, ce qu'il crée déjà? Il a dit quelque chose qui m'a fait sourire parce que c'est une idée faussement répandue qui veut laisser croire que la perte des cheveux est un présage d'aisance ou de bonheur. Le bonheur s'acquiert par l'effort, par le mérite, par une positivité d'esprit et non pas forcément par une perte de cheveux. Mais si ça peut permettre d'être dans un confort psychologique, parce qu'il y a un vrai inconfort pour ceux qui en Il faut souffrent. tout de même qu'on s'accroche à quelque chose. Voilà, si ça peut leur permettre de vivre avec et de Ça peut ne développer pas leur être résilience. complexé, pourquoi pas? Alors, dites-nous, docteur, est-ce qu'il existe un traitement pour ralentir la chute des cheveux? Oui, avant de revenir sur le traitement, je dirais qu'il y a d'autres causes d'alopécie. Il y a d'autres causes de perte de cheveux. Et ne pas en parler ne serait pas du tout bien. Il y a les causes médicamenteuses. Il y a certains médicaments, comme par exemple la chimiothérapie pour ceux qui souffrent de cancer. Lorsqu'ils sont sous traitement, les cheveux s'en vont. Il y a les causes iatrogènes, bien les causes traumatiques. Il y a certaines sœurs, certaines femmes qui font des tresses, qui exercent une traction sur les cheveux. Et là, il y a un début d'alopécie qui évolue sur la zone fronto-temporale et elles perdent les cheveux ici et ici. C'est cela. Maintenant, pour revenir au traitement, il faut dire ceci. Il faut dire que le traitement dépend de la cause, je l'ai dit. Parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs causes d'alopécie. Il faut déterminer d'abord Il la faut cause. déterminer la cause. Et le traitement est d'abord médicamenteux. Il est aussi chirurgical
il est aussi psychologique parce qu'il faut un accompagnement psychologique. Parfois, le traitement est pluridisciplinaire parce qu'il faut le dermatologue, il faut le médecin endocrinologue parce qu'il y a un problème d'hormones, il faut le psychologue pour accompagner parce qu'il y a aussi des alopécies qui sont dues à des problèmes psychologiques comme la trichotillomanie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, c'est scientifique plutôt. Trichotillomanie, c'est les petites filles entre 2 et 4 ans ou bien 10 et 12 ans qui s'arrachent les cheveux lorsqu'elles se retrouvent seules. Et c'est signe d'alerte, d'alerte d'un inconfort psychologique que les parents doivent chercher à corriger. Mais merci, enfin. Ah oui. Merci à vous, docteur. C'est moi. Hermone Amengan, Non. tu le comprends, Non, tu n'es rassure-toi, non, tu pas n'es pas épargné. Non, je suis d'accord. Ça intervient déjà entre... ça commence à la trentaine. Oui, trentaine parfois. Parfois Vraiment, un peu Non, plus. non, je ne crois pas. je ne Mais crois pas. Fanny, fais très attention Ah à oui, toi ah et oui. prends soin de tes cheveux surtout. Merci à vous, docteur. C'est moi. Alors, messieurs Polycap et Abel, dites-nous la suite de votre collaboration. C'est quoi pour l'instant? Quels sont les projets? Pour l'instant, nous sommes en train de réaliser une série de publicités pour certaines entreprises. Évidemment, d'ici et dont on ne va d'ailleurs. pas donner le nom. Oui, justement. Sinon, juste à la fin, on vous fait passer au service commercial, on récupère les quelques Non. sous que vous Évidemment. avez. Bon, ben, écoutez, puisque je suis aussi du milieu, je sais un peu comment ça se passe. Absolument. Et donc, bon, voilà. Donc, je suis en train de dire qu'actuellement, nous sommes en train de réaliser quelques séries de publicités. Après ça, on va revenir maintenant à l'humour, à quelques scénarios humoristiques pour pouvoir faire rire. On a fini déjà avec tout ce qui faisait l'actualité. Je crois que maintenant, tout est calme si ce n'est pas l'autre chose qu'on doit aborder entre aujourd'hui ou demain. Sinon, je pense que c'est ça, nos différentes activités pour le moment. Bon, je ne sais pas si Polycap a quelque chose à ajouter. C'est que nous sommes en train de projeter, de faire fêter nos 1 an de rire, de bonheur, OK. de comédie. Et ça, ce serait en décembre. La date sera officialisée bientôt. Ce serait plein d'activités et en même temps de nouvelles perspectives pour l'avenir, en fait. Mais en attendant, vous allez continuer par faire rire On n'a pas le choix. oui, les Ça, c'est le internautes. travail. On n'a Voilà. pas le choix. On n'a pas le Ça, choix. c'est l'engagement et donc, je pense que... Nous sommes embarqués depuis 8 mois et voilà, aujourd'hui, on est en plein dedans. On n'a plus de retour à faire parce que ce serait comme si on vous a sevré. Donc, on continue la lutte. Déjà, moi, je suis un abonné, Merci. un fan. Je suis, voilà. Là, Je crois que Mylène aussi. Merci. Moi, je veux une impro, à tout de suite. Oui, C'est oui. possible. Bien Une sûr. impro. Ah, mais ils ne vont pas échapper. Est-ce que tu t'en doutais? Ce n'est pas parce qu'on lui a dit qu'il a l'alopécie que ça va l'affecter. Oh non, écoutez, je voulais même demander au docteur, je ne sais pas s'il était permis, c'est pour ça que je Non, n'avais vas-y, pas, vas-y, je n'ai pas vas-y. demandé. Alors, l'alopécie, est-ce que c'est une fin en soi? Nullement. Ben, c'est pas une fin en soi. Nullement. Nullement, parce que c'est ce complexe qui aggrave la chose. Voilà. Et certains sont tellement complexés que ça crée d'autres problèmes. C'est-à-dire que si moi je pouvais en avoir même jusqu'ici, ça va me faire grand plaisir. Pourquoi N'est-ce pas? Parce que là, les gens vont m'appeler riche dans la société, vous savez. Même allopédie dont on parle là, Mais c'est est-ce pas autre que chose. c'est pas autre chose. Petit dans l'eau douée, Petit dans l'eau Docteur, allopédie, Petit dans l'eau En thème simple, c'est c'est pas ça. Ah, c'est fini. Et c'est comme ça. Oh, bon, et va au débois. Et va mais au déo kaka, mais maintenant, mon média. On dit donc, on dit non, mais maman. Bon, mais voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, Polycap et Abel. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous souhaite beaucoup de courage et plein succès donc, pour la suite de votre carrière d'humoriste. Merci On beaucoup. espère vous voir sur de très grands théâtres d'humour. En tout cas, c'est tout le bonheur, sinon tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Madame, Monsieur, cette émission se poursuit et après 7 minutes du rire et surtout 7 minutes santé, on va apprendre quelques proverbes et cette fois-ci, on se rend dans l'Ouémé. Après avoir visité le zoo, on se rend cette fois-ci dans l'Ouémé pour découvrir quelques proverbes à la sauce Gon. Le son d'ici s'intéresse aujourd'hui, comme je l'ai annoncé,
à deux proverbes gonds que vont essayer de nous élucider Rebecca Kendiaondé, son invité du jour. Rebecca, bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Mylène, bonjour. Et le week-end, Ah, c'était super. c'est très bien passé, Ça j'espère. se voit d'ailleurs, Je rends Rebecca est grâce là à Dieu. sans ses lunettes, donc Oui, elle a oublié j'imagine elle a oublié ses lunettes dans ses virées du week-end. c'était un week-end de Rassure-nous que ouf. tu vois bien. Je vois. Rassure-nous. En tout cas, je vois pour l'instant. N'est-ce pas? On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais donc, Confond surtout pas. Espérons que ça dure le temps donc on de va y aller l'émission. très vite, le temps que, avant que tes yeux ne commencent par te lâcher. Dis-nous tout, Rebecca. Alors, Raymond, tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on s'intéresse au proverbe d'un personnage atypique, un artiste chanteur pluridimensionnel qui est créateur de plusieurs rythmes et pratiques artistiques diversifiées. Il s'agit de Adjawi. Adjawi, Adjawi. De son vrai nom, Berono Medje Koublenou. Vous savez ça? Oui, je savais après avoir suivi le documentaire de Bilo Sessi Apollinaire, bien sûr, Exactement. qui a quand même Un fait un documentaire travail assez complet. Hein. assez complet, 52 minutes, je crois, Oui. bien sûr, Adjawi. L'énigme Adjawi, c'est le Tout à titre. fait. Ses de- proverbes tout à fait. et tout. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on va en parler. Alors, pour parler des proverbes de cet artiste-là, qui de mieux que quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a fait des recherches sur le personnage et surtout sur ses proverbes? Benoît Tawanou, bonjour. Bonjour madame, Vous êtes doctorant en linguistique. Merci. Merci d'être avec nous ce matin. merci madame. Alors, professeur, quand je dis le poseur de Nas ne peut capturer un caïman. Le poseur de Nas ne peut capturer un caïman. En Oui. gros, cela donne quoi? Bon, avant de répondre à votre question madame, permettez-moi de dire bonjour aux amis du plateau également. Bonjour, Oui. monsieur Benoît. Merci beaucoup. Bonjour Mylène. Ok. Avant de répondre aussi à la question, tu me permets, Bien je vais sûr. faire aussi un clin d'œil à mes directeurs de thèse, le professeur Albert Bienvenu à Cora. Qui était était ici. d'ailleurs sur ce plateau la semaine dernière Tout à et qui va fait. revenir probablement. Exactement. Je suis sûr. Oui. Et aussi monsieur Bienvenu Koudio. Bienvenue au Oui. cours, enseignant au département des lettres modernes. Merci beaucoup. Et je reviens au point que tu as énuméré. Le poseur de Nas ne peut capturer un caïman. En gros, selon les thèmes d'Adjawi, on va dire Adjakbotovi Manganroulo. Adjakbotovi Manganroulo. Manganroulo. Ok. Vous avez dit un thème de Adjawi. Oui, parce que sinon les gens peuvent aussi traduire autrement poseur de Nas comme un pêcheur. Mais si on doit être fidèle à ce que Adjawi a énuméré, a énoncé, il a bien dit Adjakbotovi Manganroulo. Ok. Ouais. D'accord. Et cela voudra dire quoi? Ok. Je suis très content par rapport à l'instant humour, dans la démonstration de force qu'ils ont présentée. Ça résumé déjà le proverbe. C'est-à-dire que dans la vie, nous avons des limites. Malgré toute notre force, malgré notre détermination, nous ne pouvons pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Et pour vivre aisément, il faut connaître alors ses limites. Et aussi, ce proverbe aussi énonce la complémentarité dans les actions. Tu es ici sur le plateau, mais il a fallu la présence de ces deux dames Absolument. pour conduire l'émission. Absolument. Oui, un Indé te dira à Diakpoto Vimangan Rouleau, toi seul, tu ne veux pas conduire l'émission. Donc, Monsieur L'Hirondelle ne fait pas le printemps, diront les Français. Oui, c'est bien dit comme ça. Donc, c'est la philosophie, c'est l'idée que cachait ce proverbe de Benoît Adjawi. Et sa particularité, Adjawi, ce sont les proverbes. C'est ça qui fait la force de son langage. C'est pour cela que même après, ça fait il y a 25 ans après son départ, et pourtant, ses œuvres sont là. Comme vous avez bien dit, ce n'est pas seulement ça qu'on a aussi abordé dans ces œuvres. Je suis déjà au 4e niveau de Adjawi. Toutes mes recherches sont assez sur Adjawi. Donc, ça dit que c'est un personnage, comme tu as dit, atypique, qu'on doit découvrir avec le temps. D'accord. Oui. Alors, dans quel contexte il faut utiliser ce type de proverbe? Si on voit un jeune qui pense qu'avec sa force, il va tout faire, un sage, il va l'observer pour dire Adjak, Botovi, Bangaroulo. Et le sage assis qui voit plus Très loin. loin. C'est ça. La leçon à tirer pour les téléspectateurs. La leçon à tirer, sachant raison garder, on ne peut pas tout faire. La vie nous impose des limites. C'est vrai, nous voulons quand même, on ne peut pas acheter tout le monde. On ne peut pas embraser toute l'humanité. Non. La vie a des limites et nous sommes complémentaires. Si on peut intégrer ces réalités, nous serons à l'aise, on va vivre aisément.
D'accord. Alors, le second proverbe nous dit ceci: le cheval mort n'est pas l'égal du bœuf vivant. Oui. Le cheval mort n'est pas l'égal du bœuf vivant. Au sokukude manoyi nigbete degbe. Au sokukude manoyi nigbete degbe. C'était que, vous voyez, quand on compare le cheval de son vivant et le bœuf, il n'y a pas photo, comme pour parler comme les Ivoiriens. Il n'y a pas photo. Oui. Même si, oui, même à sa mort, le cheval garde toujours sa valeur. C'est pour montrer la suprématie. Si vous écoutez bien les chansons de Edouard Diaroui, oui, il a deux aspects, l'éducation de la société et aussi la suprématie. C'est pour dire, quoi qu'en soient les circonstances, je suis invulnérable, je suis puissant. C'est la domination dans ce proverbe. Au sokukude monoï nigbete degbe. Le cheval a tout gardé sa force, sa suprématie. Oui, on peut l'employer dans ces contextes. Si vous voyez, en fait, dans un milieu où il y a de l'animosité ou bien tout le monde veut vous attaquer, je vais dire simplement cela. Au sort coucou des monoïques, je garde toujours mes forces. Si tu es compétent dans un domaine, on va chercher, on viendra te voir. N'est-ce pas? Oui, tu as tes compétences. Mais on dit souvent qu'on n'est pas indispensable. Qu'on ne veut pas, on garde toujours sa compétence. D'accord. Oui. La leçon à tirer. Oui, la leçon à tirer, c'est aussi la suprématie, c'est la force. Qu'on ne veut pas, même si on est humble, chacun est déterminé par un talent donné. Alors, professeur, comment faire et quoi faire pour que, quelle action mener essentiellement pour qu'aujourd'hui la jeune génération intègre les proverbes dans son vocabulaire? On voit quand même, il y a des personnes de certain âge, quand elles parlent, elles utilisent les proverbes aisément et c'est tellement agréable à entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la jeune génération intègre quand même ces proverbes dans son vocabulaire? Madame, c'est même la question nodale que vous venez de poser. Aujourd'hui, il y a la prééminence de l'école. Et la question interpelle les chercheurs. Il est temps que nous allions à la source de nos connaissances. Et pour faire cela, il faut travailler nos langues. Je prends bien ce que moi je suis en train de faire. Nous devons écrire. Parce que la jeune génération est plus dans l'écriture. Elle lit. C'est pour ça que vous êtes dans la recherche. De la recherche vous êtes un permanente. Oui, un doctorat. On espère que vous allez soutenir très bientôt. Voilà, grâce à En Dieu. tout cas, moi, je suis présent à votre soutenance de thèse. Un gros plaisir. Donc, on doit écrire. On doit laisser des traces pour que cette jeune génération commence par lire et commence par intégrer ces proverbes. Les Français l'ont fait. Nous sommes des Africains. Mais à force de lire, on a découvert aussi leurs proverbes. Donc, Il y en travail. a tellement Il y en a d'ailleurs. tellement. Oui, chez nous, attention, si on en a aussi. Hein. Ah oui, chez nous, on en a, voilà. Je vous assure, j'ai Pas plus de d'une cinquantaine déjà chez Adjaroui, juste avec 10 chansons seulement. Or, c'est plus de 500 tests. Donc, si on prend seulement ce seul personnage, on va écrire des livres sur des livres. Donc, le travail important qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire pour intéresser la jeune génération. Sinon, si on n'écrit pas, malheureusement, cette vallée est en train de disparaître. Il faut faire l'effort. Et aussi, il faut aussi accorder beaucoup de crédit aux recherches scientifiques. Si on peut faire ces deux travaux, je suis sûr, la jeune génération, petit à petit, va prendre le coup et ça va marcher. Je ne sais pas si c'est déjà disponible, mais est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer aussi les proverbes dans le programme scolaire? Je ne sais pas si c'est disponible. C'est comme si vous connaissez ce que je fais déjà. Après cette étape, au niveau de l'école normale, j'ai déjà énoncé pareil travail. Oui. Parce qu'en seconde, on fait la littérature orale. On doit aussi commencer par là. Et nous sommes dans la marche du temps. Qu'on le veuille ou pas, les langues béninoises iront à l'école. Donc, aussi avec cet aspect, la jeune génération peut aussi commencer par employer les proverbes. C'est comme vous avez dit, l'école est le vivier qui nous permettra de réussir ce challenge. J'appelle ça un challenge. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Hein. Merci, Vous avez raison. madame. Merci, professeur Benoît Toami. C'est un vœu pieux que tu aimais qu'il soit professeur
C'est tout notre souhait. Merci beaucoup. Mais avant, il y a encore quelques marches à franchir. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Chéri. Merci donc d'être passé sur la parenthèse, monsieur Benoît Towanou. Cette émission va se poser. Est-ce que vous aimez du sport? Correctement. Correctement. Vous pratiquez quel sport? Enfin, je suis un sportif du dimanche. Un sportif de dimanche. Du dimanche. Le judo, vous l'avez déjà essayé? J'ai peur parce que pas que je me casse la gueule. Mais c'est bien de cela qu'on va parler avec Bruno Soali. Merci beaucoup. Il est venu sur la pointe des pieds comme un sportif. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour Mylène, bonjour Rebecca, bonjour à vos futurs professeurs, on va dire. Très heureux de t'avoir, Bruno, sur le plateau. Je salue aussi les téléspectateurs. Herman, le week-end a été après le 8-2 ou le 2-8. Bof. Ce n'est tu pas, le, vas pas ramener ce ça n'est- ici, ce n'est je pas la t'en prie. ce n'est pas la thématique du jour. On préfère se Tu concentrer. risques de prendre la place de Herman si tu Non, continues. on va- là, on va- et on va tu se concentrer. l'achèves totalement. En tout cas, Non, ça a été une déroute, oui. Et puis, bon, voilà, c'était une parenthèse. Dans la parenthèse, on parle du balayage au rugby. oui, on peut aussi appeler ce qui s'est passé Un au balayage. football Oh, un balayage. samedi dernier, Un un balayage. balayage propre en plus. Bon, Bruno, je sais que tu es inspiré parce que c'est mais vrai, aujourd'hui, oui. mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le sport de combat qu'est le judo et parler d'une de ces techniques de combat qu'est le balayage. Il faut déjà rappeler que le judo est né en tant que, ou a été créé en tant que pédagogie physique, mentale et morale au Japon en 1882 avant d'évoluer, devenir un sport de combat. Puis après, un sport olympique, mais il faut dire surtout que sa caractéristique la plus proéminente est son élément compétitif dont l'objectif est soit de projeter, soit d'amener l'adversaire au sol et de l'immobiliser. Alors donc pour amener votre adversaire au sol et de l'immobiliser, l'une des techniques les plus utilisées au judo, c'est bien entendu le balayage. Vous l'avez dit Herman, le balayage qui, on va le dire ainsi, bien entendu une action au judo qui consiste donc à déséquilibrer ou faire tomber l'adversaire. Elle est faite avec le pied, voire même la jambe sur le segment d'appui de l'adversaire. Elle peut être réalisée plus ou moins haute par rapport au sol. Donc le balayage déjà consiste donc à déséquilibrer son adversaire je dirais en cassant le contact des pieds de l'adversaire par rapport au sol. Donc, si vous n'arrivez pas à casser le contact des pieds ou des jambes de l'adversaire avec le sol, c'est que vous ne pouvez pas réussir votre balayage. Donc, comme vous le voyez sur les actions, donc, il faut tout faire pour que les pieds, le pied d'appui surtout de l'adversaire et le second pied aussi, qui n'est pas forcément le pied d'appui, soit, je dirais, ne soit plus en contact avec le sol. Et pour le faire, vous devez le déséquilibrer dans un sens et compléter le reste avec le geste du pied, comme si, voilà, comme un coup de balai. J'aurais fait des essais avec Rebecca sur ce plateau, mais elle a négocié avec moi avant que je le monte Je monte ici. sur le plateau. Donc nous allons l'épargner de cela. Alors, la définition la plus usuelle du balayage est que, d'abord, habituellement, elle est réalisée dans un contexte ou dans une situation où il faut éviter surtout de ne pas être déséquilibré vous-même. Parce que si vous êtes déséquilibré vous-même, vous ne pourrez pas faire le balayage. Vous allez tenter, si vous n'êtes pas vous qui voulez, je dirais, entreprendre le balayage de l'adversaire, si vous n'êtes pas en équilibre, à la moindre résistance de votre adversaire, c'est que vous-même, vous allez vous retrouver au sol. Maintenant, ça demande beaucoup de concentration et il faut le faire avec un tempo donné parce que si vous ne le faites pas au bon moment, alors vous allez rater vous allez manquer votre balayage. Mais ça implique à la fois les mains et les pieds. D'abord les mains parce que vous savez, dans le judo, vous avez la capacité ou vous avez l'autorisation dans ce sport de combat-là de tenir le kimono de votre adversaire. Donc déjà, ça, c'est l'implication des mains. Maintenant, l'implication des mains
consiste ici à bouger, si vous regardez bien les images, à l'aide de la prise du kimono, comme on l'appelle en judo, à bouger l'adversaire dans un sens où il est le moins équilibré. Parce que quand un homme est debout sur ses deux pieds, il a son pied d'appui où il est plus difficile à mettre au sol, et il a son second pied qui n'est pas forcément le pied d'appui, où il lui est plus facile, où il vous est plutôt plus facile de le mettre au sol. Donc vous devez le bouger dans le sens où il n'est pas sur son pied d'appui et continuer le reste de l'action avec votre jambe. Donc votre jambe la plus forte, bien entendu, parce que si vous êtes droitier et vous tentez un balayage du pied gauche, vous avez moins de chances de réussir que si vous êtes, comment appelle-t-on, un gaucher et que vous essayez avec le pied droit. Donc, quand vous faites le mouvement de la main, il faut donc accompagner le reste parce que la partie, je dirais, postérieure du corps est déjà rendue oblique par le mouvement des mains. Donc, il faut compléter le reste par le balayage au niveau des jambes pour que cela soit parfait. Donc Voilà. c'est ça le balayage au judo. Oui, c'est ça le balayage au judo qu'on appelle en japonais barai. 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 Voilà. Ou barai. Barai. Rebecca Barai. Moi, j'ai fait le judo pendant 2 ans. Ah, Oui, c'était pas Après au le Bénin. basket. Non, mais ça, c'est vraiment, c'est vrai. Parce que depuis... Ah, l'autre, c'était faux? Non, ça, c'est plus vrai que l'autre. Ah, d'accord. Avez-vous suivi des balayages? Oui, tout le temps. J'avais un problème de concentration toute petite, donc paraîtrait-il que le judo... Pas paraîtrait, les arts martiaux en général. Bon, moi, je n'ai aident pas à dé- remarqué parce que moi, on me faisait tout le temps tomber. C'était chaque mercredi soir. Donc, imaginez le jeudi, il fallait me réveiller très tôt pour aller au boulot. Pas au boulot, à l'école. C'était pas du tout facile. Le balayage, je pense que je l'ai vécu plusieurs fois sans même le savoir que c'était ça. Oui, ça serait venu si vous aviez persévéré parce que cela vous apprend aussi la La patience. concentration. Et vous n'avez pas été patiente. Non, pas Sinon, du vous allez beaucoup gagner en concentration parce qu'à force de vous faire tout le temps rudoyer, vous auriez appris à vous concentrer pour éviter les débâcles, enfin, les raclés plus, des... Pas contrainte, c'était pas une envie Ah, d'accord. particulière, Bon, une déjà, passion pour moi. Déjà, donc Donc, c'est j'ai ça. lâché très tôt quand j'en ai eu l'occasion. Ah, d'accord. Mais 2 ans, c'est beaucoup quand même. J'avais pas le choix, on m'a suivi pendant 2 ans, donc tu t'imagines un peu. Ah, d'accord. Donc, Entendre, 2 entendre. ans, ça aurait été suffisant pour que nous craignions même de te marcher dessus Mais tu ici. peux toujours essayer, on ne sait jamais. Bon, avec ce que vous dites, je suis plus rassuré que vous n'avez pas gardé grande chose. J'ai gardé quelque chose. Ah. Je ne suis pas novice. Ah, d'accord. Tu parles de patience, tu parles aussi de concentration, c'est-à-dire alors que quand le joueur, ou bien comment on les appelle, L'athlète. l'athlète, on va dire ça comme ça. quand il a un souci à la maison, ou bien il vient de recevoir, ou bien d'apprendre une nouvelle qui le bouleverse, et ça dit qu'il laisse tout tomber. Non, le judo vous apprend à avoir la maîtrise de soi. Oui, la maîtrise de soi. Donc, on n'apprend pas les arts martiaux, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ce n'est pas pour entrer en ville et jouer au John Brie et commencer par taper tout le monde. Mais les gens qui pratiquent véritablement les arts martiaux, c'est des gens qui ont le contrôle de soi. Vous pouvez les provoquer, ils ne réagissent pas tout de suite. Parce que, ça, il faut le dire, on n'apprend pas les arts martiaux pour faire mal, mais on apprend les arts martiaux pour se défendre. Pour se défendre et se protéger en cas d'attaque. Donc, c'est des gens qui ne sont pas impulsifs. Donc, généralement, même quand vous avez un enfant qui est assez turbulent à la maison, qui est intenable, qui saute partout, généralement, on demande aux parents de les envoyer, de les inscrire pour qu'ils fassent les arts martiaux. Souvent, ça surprend beaucoup de parents parce qu'ils se disent, déjà qu'il ne fait aucun art martial, il se comporte comme ça à la maison, il est intenable, il saute de chaise en chaise, de divan en divan. Si on l'envoie faire les arts martiaux, c'est que bon, c'est mort ici. Mais généralement, c'est l'inverse. Plus vous envoyez un enfant qui est aussi turbulent dans les arts martiaux, plus vous le voyez beaucoup plus s'apaiser, devenir calme à la maison. Et parce que c'est des valeurs, je dirais. Parce que ces sports aussi, et ça il faut le dire, ces sports qui sont nés, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, que ce soit en Chine, ont en fait des sources spirituelles qui sont, de méditation, et ça une sorte de fait appel à méditation. tous les sens. Donc, lorsque vous y entrez, pas comme Mylène l'a fait, mais vous le faites vraiment avec... Non, mais quand tu en Oui, parles, vous allez je me rends compte lorsqu'on que... vous allez dans un dojo, comme on l'appelle,
il y a beaucoup de... Vous tirez beaucoup de bénéfices, Oui. comme on lui dit. Beaucoup de bénéfices. Donc, c'est pourquoi ces sports-là font beaucoup de bien, pas seulement au corps, mais aussi à l'esprit. À l'esprit. Merci beaucoup, Bruno. On en sait davantage donc, sur ce sport. Donc, le judo est désormais, vous savez, quand on parle de balayage, vous savez déjà ou désormais à quoi on fait allusion. Alors, il est déjà là dans les coulisses, il est en train de s'apprêter. Il a été béni ce matin déjà par grand-mère. Grand-mère, grand-mère l'a chargé de venir tout dévoiler sur ce plateau. Didas Tossou est avec nous. On installe parade de grand-mère. Didas Tossou, il est là. Mylène, c'est pour parler de quoi déjà? Grand-mère l'a préparé, t'en es sûr? Oui, Hein? grand-mère l'a préparé. Il a pris les conseils chez grand-mère avant de venir. C'est le représentant de grand-mère Sur ce plateau, sur bien ce sûr. plateau. Alors, on nous dit souvent qu'on ne refuse pas l'appel, mais ce qui suit l'appel. Enfant, Rebecca, ça fait quoi? Et Là, maintenant, est-ce le vrai? son d'ici. On a commencé apparemment. Aussi, il ne faut pas s'asseoir sous un arbre la nuit. Mhm. Quand un oiseau te chie sur la tête, peu importe le moment de la journée, le matin, le soir, l'après-midi, paraît-il que c'est porteur de chance. Oui, Ah, mais moi, ça m'est paraîtrait-il. arrivé plusieurs fois. Mais t'as rien eu au cours de la journée? Si. Plein de Si, choses. Si, quand vous restez sous un arbre, pour les gros maraudeurs comme nous avions vécu de ces Ça situations-là. marche. Sauf qu'on n'a pas souvent fait attention à ce que ça donne dans la suite de la journée. Alors, le premier, on ne refuse pas un appel, mais plutôt ce qui vient après. Merci beaucoup. Ah, bonjour, monsieur Didas. Merci. Bonjour, Eman. Que dit Bonjour, tout parade le de monde. grand-mère quand on oublie de saluer son invité. On verra ça tout à l'heure. Que dit grand-mère? Que dit grand-mère? Grand-mère a prévu une sanction spéciale. Pour ceux qui ne saluent pas leur invité le matin. Ok, merci beaucoup. Et quand quelqu'un vous appelle ou quelqu'un vous appelle, il faut y aller d'abord. Grand-mère dit, c'est quand vous allez là-bas, l'objet qu'on vous présente, c'est par rapport à cet objet que vous dites non, vous dites oui. Les grandes personnes, quand vous appellent pour vous donner quelque chose, ne vous demandent pas, viens chercher 5 000 francs ici, viens chercher 20 000, non. Il dit, je veux te voir. C'est comme vous allez dire à votre papa, maman a préparé, venez manger. On ne dit pas venez manger. Maman vous appelle. C'est quand vous allez que vous constatez qu'il y a de bonnes choses. Donc on n'annonce pas déjà ce qu'on veut vous dire. Mais lors que vous allez là-bas et qu'on dit il y a quelque chose, vous jugez de ce que ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Mais il faut y aller d'abord. Parce qu'on n'annonce pas comme ça ce qu'on veut donner à quelqu'un comme ça. C'est le respect qu'on avait. C'est le respect que grand-mère nous a enseigné. Mais maintenant, est-ce que ça n'a pas, dans une certaine mesure, changé? Parce que, Rebecca, tu es une dame comme moi, dans la rue, un soir ou un matin, un groupe d'hommes, parce que ils sont souvent en groupe, vous êtes souvent en groupe, cher monsieur. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de Vous quoi tu savez de parles. quoi je parle, Non, bien non, sûr. non. On en parle plus, je continue. Donc, un groupe d'hommes qui vous appelle, on fait comment? On sait déjà ce qu'il veut. On avance? Oui, mais on a toute une idée, on a tout au moins une idée de... Vous dites que vous savez dire ce qu'il On veut. a une idée, on a une idée. Je crois On peut que vouloir se renseigner. Ouais, c'est possible. Une maison où, je ne sais pas, un habitant du quartier. Peut-être qu'on se voilà. perd aussi. Oui. non, En tout cas, moi, je crois que La plupart du temps, c'est pas pour se renseigner. C'est c'est la pourquoi? même chose C'est à pourquoi? chaque fois. C'est la même chose. Le c'est quoi la style, le chose? C'est style, quoi la il a chose? C'est anonyme. changé. La chose, c'est quoi? Non, c'est pas anonyme, c'est Mais pour c'est vous draguer. Oui. C'est pour avoir votre contact. Oui. Ah bon? Ok, donc Ouais. est-ce que font vous un ne bon, ils voyez savent pas pas. que jusque-là, vous êtes toujours dans le chemin de grand-mère? Est-ce que vous pouvez rester loin en tant que femme et qu'on va vous faire la cour pour dire où vous allez vous marier? Il faut quand même des étapes. Il faut rencontrer la personne pour dire, madame, vous êtes belle. Vous ne pouvez pas rester loin. C'est aujourd'hui, vous avez le téléphone et on vous dit tout par téléphone. Il faut se rapprocher de la Avant, les personne. choses se Ouais, négocient mais en Se face. négocie monsieur. doucement. Donc, il faut aller. Et c'est quand vous allez là-bas que vous allez voir si les caractéristiques de l'homme qui vous parle. Mais vous plaît, vous monsieur, êtes soyez obligé. chic, ne déjà. soyez pas vulgaire, pas dans une rue quand même, pas mais- de loin et pas en groupe surtout. non seulement ça, mais si de loin, tu vois déjà les caractéristiques et que... Mais si chez vous, Non. il y a un Tu n'es chien pas méchant, intéressé. Si chez vous, il y a un chien C'est méchant ça. et qu'on n'y a pas accès, donc le reste, c'est... Voilà. Non, On vous guette dans le quartier. Je crois qu'il faut mettre un peu de bémol pour dire que il n'y a pas de monde sans
des gens de tard, quoi. Il n'y a pas de monde sans déviance. Sinon, dès qu'une personne vous appelle, vous y allez. Il faut faire attention. Quand vous avez devant vous un policier qui dit « Monsieur, arrêtez », il faut vous arrêter. C'est quand vous allez là-bas, on va vous demander si vous avez vos pièces. On constate que vous avez vos pièces à jour, vous partez. Mais si vous ne vous arrêtez pas et qu'on vous arrête quelque part, par exemple, donc il vaut mieux y aller et écouter la personne et répondre. Mais attention, femme, vous dites que quand on vous appelle en même temps, on vous drague. Vous êtes si facile? Non, mais ce n'est Non, pas mais la ça. drague, Ça n'a rien à voir. On t'appelle, si tu y vas, tu entends d'abord. Mais Ça c'est n'a pas- rien à voir avec la facilité. Mais quand est-ce que vous voulez qu'on vous rencontre, qu'on vous parle alors? Mais pas là, on essaye de mettre un peu de... Ouais, non? Mais c'est pourquoi on vous appelle. Un peu de beauté dans la chose. C'est Un pourquoi peu on de vous appelle. finesse, quoi. Non, Pas comme ça. Non, je crois qu'il ne faut pas seulement limiter à l'appel d'une femme. Ce qu'on dit ici, c'est plus général. Quelqu'un vous appelle, une autorité ou même un frère, quelqu'un pour vous dire il y a tel problème. Il ne peut pas le dire comme ça par téléphone. Il vous appelle, vous pose un problème sérieux, un problème social, même un problème économique. On vous dit, quand on voit quelqu'un, par exemple, on vous dit ah, tel que celui-là, là, il peut avoir de l'argent. Et on l'appelle pour dire mon frère, j'ai besoin de tel. Vous lui dites très calmement je n'ai pas les moyens, je n'ai pas si, et je me retourne. Alors, Mais il y a eu, si tu permets, il y a eu une telle fausse perception qu'il va falloir vraiment casser dans la tête des gens. C'est qu'aujourd'hui, toutes les femmes ou presque estiment que lorsque vous les rencontrez dans la rue et que vous les interpellez, c'est toujours pour leur faire la cour ou La pour le... plupart du Parfois, vous êtes animé, je sais pas, vous voulez un renseignement, vous voulez savoir où se situe telle structure dans la zone, puisqu'elle est dans le quartier, Voilà. ou rapprocher de cette personne de façon la plus courtoise possible. Mais parce qu'elle est déjà, on va dire, quelque peu programmée à refuser tous les appels masculins, rapidement, elle vous nargue et elle continue son chemin. Donc, il faut attirer l'attention lorsqu'on vous appelle. Ce n'est pas toujours, pour dire des conneries, mais c'est parfois aussi pour peut-être demander des renseignements, pour peut-être une aide quelconque. Voilà. On ne sait jamais. Monsieur Didas, Oui. ne pas s'asseoir sous un arbre la nuit. Oui. Ça, c'est tout simple. Hein. Si vous allez d'abord sur le plan scientifique, vous savez que le soir, l'arbre dégage de CO2. Mais, grand-mère dit, la nuit, tous les chats sont gris. Vous ne savez pas ce qui se passe la nuit et surtout sous l'arbre. On nous a toujours dit que les esprits maléfiques se retrouvent au niveau des arbres pour faire ci, pour faire ça. Donc, dès qu'il fait sombre, on se retire, on reste à l'écart parce qu'on ne sait pas tout ce qui est là, tout ce qui peut se tramer derrière. Donc, grand-mère a vécu beaucoup de choses. On dit, l'esprit mauvais là, même les oiseaux qui crient la nuit, tous les oiseaux qui crient la nuit sous un arbre, vous n'allez pas les voir comme ça dans la journée. Et on dit, c'est quel genre d'oiseau ça? Pourquoi cet oiseau-là ici, hier nuit, on a entendu telle chose, on a entendu tel cri, telle chose. Donc, il vaut mieux ne pas rester là-bas parce que ce que ça va générer, vous ne le savez pas. L'esprit maléfique qui est là, vous ne le connaissez pas, il vaut mieux se retirer. D'accord. Un oiseau qui chie sur votre tête à n'importe quel moment de la journée, est-il vraiment porteur de chance? Oui, parce que, vous savez, c'est très rare. Vous passez régulièrement, non? Combien de fois vous avez eu ça? Ouais, c'est rare. C'est très rare, non? Ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois. Non, Je l'ai non, vécu non. comme une malédiction. parce Non, que non, 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 tu c'est te très prépares rare. pour le Nous boulot passons matin tous, et l'oiseau puis, passe là, vous passez ça, nous n'arrive pas comme ça. Donc c'est peut-être une fois dans votre vie, ou bien 2 fois dans votre vie, il y a quelque chose qui se rapproche, il y a un bonheur qui s'annonce. C'est ça. C'est très, très rare. Même sous l'arbre, quand vous restez, même si on dit que quand on reste sous un arbre, on ne parle pas que l'oiseau chie sur vous, oui, mais c'est aussi rare que quand vous êtes là, tout le temps, ça va chier sur vous. Non, D'accord. c'est très rare. Voilà. C'était parade de grand-mère. Merci à vous, Didas. Merci beaucoup. Didas, donc merci. Vous allez rester pour le talk, mais avant, vous allez permettre de recevoir juste à votre place celle-là qui a fait le tour, on va dire, de la toile. Pour nous, elle nous revient avec les nouvelles people. Elle est là, la Kpakpato en chef, pour installer le Kpakpatoya Mylène Je suis Bruno. prête. Ah, vous êtes prête? Ouais. Pour qu'on installe le Kpakpatoya?
Avec le style distingué de ce lundi matin, style Papato. Jocelyne Sénarou, Jocelyne, bonjour. Hermone, bonjour à tous nos amis de la parenthèse. Eh bien, par rapport à mon style, il faut parfois s'habiller comme ça pour aller recueillir des informations à chaud. Ah bon? Donc, quand vous n'êtes pas comme ça, on ne vous donne pas les vraies informations. Donc, en tout cas, et puis ce matin, on va démarrer tout de suite par un fait insolite, un fait qui s'est produit au Bénin. Eh bien, il s'agit d'une dame qui a donné naissance à un joli bébé. Mais d'habitude, quand les femmes sont enceintes, eh bien, elles se retrouvent sans le père de l'enfant ou le père qui refuse d'assumer ses responsabilités. Mais notre dame de ce matin, voilà, elle s'est retrouvée avec 3 messieurs qui se disputent la paternité de son enfant. Donc, voilà, c'est un fait qui s'est produit au Bénin. Et relayé par qui réclame la paternité d'un enfant. Donc, la femme, elle est bien née, ses parents sont... Donc, déjà, c'est clair qu'elle a été infidèle. Je veux bien comprendre allez, on comment ça se passe. Pour la petite histoire, eh bien, cette femme, elle sortait avec l'un des 3 messieurs, avec qui elle a eu deux enfants dans le passé. Donc, elle a dit également à 2 autres hommes qu'elle était enceinte d'eux, et puis les hommes ont pris leurs responsabilités, donc ils se sont occupés de la grossesse. Et à l'hôpital, le père, normalement, son mari, avec qui elle a fait des enfants, se pointe à l'hôpital, puisque sa femme est enceinte et va donner naissance à leur 3e bébé. Et 2 autres messieurs s'amènent. Déjà, cet enfant ne sera jamais orphelin. Hein? En tout cas, il y a 3 messieurs qui se disputent la paternité d'un enfant à Cotonou. Et c'est First Magazine qui a relayé l'information. Pour ceux qui connaissent bien la toile, First Magazine, c'est un magazine ivoirien. Et je ne vous dis pas les commentaires. Ils sont tenus. Oui, Eloge. Oui. Voilà. Donc, je ne vous dis pas, les commentaires sont violents. Je n'ai même pas envie de les partager avec vous ce matin. Mais la dame, jusque-là, ne s'est pas prononcée parce qu'elle est encore aux soins. Donc, jusque-là, elle n'a rien dit. On ne sait pas qui est vraiment parmi les 3 messieurs le père de l'enfant qui vient de voir le jour. Donc voilà. C'est sûr que vous allez poursuivre les recherches. Les recherches. Alors, pendant ce temps, voilà, tous ceux qui espéraient que les Piscoué, donc le groupe Piscoué, puisse se retrouver, ils peuvent désormais déchanter parce que apparemment ça ne sera plus possible. En tout cas, pas de sitôt. Pour les Piscoué, on les a connus dans les années 2012, on les a connus, voilà, on a dansé sur les rythmes de ces jumeaux-là. Mais malheureusement, les frères jumeaux se sont séparés depuis 2018 et une fusion de ces jumeaux n'est pas possible, en tout cas dans les prochains jours, parce que dernièrement sur la toile, eh bien, il y a eu une affaire qui est allée dans ce sens. Il y a un internaute qui a écrit à Mr. P, qui est l'un des jumeaux, celui-là qu'on a connu dernièrement avec ses nouveaux titres, parce que ce n'est pas un seul titre. Eh bien, l'internaute a écrit pour dire que mais qu'est-ce qui se passe entre les frères? Il faut quand même que vous reveniez ensemble parce que ça dure longtemps. Votre dislocation. Cette séparation. Donc, le Piscoué et Peter, c'est celui-là qui chante. Donc, lui, il a répondu et il a dit que ce ne sera pas possible parce que son frère a l'habitude de se moquer de sa femme et de ses enfants. Il manque de respect à sa famille et il n'accepterait pas ça. Donc, tant que ce problème n'est pas résolu, il n'y aura pas de fusion, il n'y aura pas de retour possible pour les Piscoué. Alors, l'internaute est allé jusqu'à lui dire que mais, quand ils étaient ensemble, ils gagnaient plus d'argent, ils étaient plus connus, ils faisaient beaucoup de tournées à travers le monde. Et Peter lui a répondu aussitôt, il lui a dit non, depuis qu'il est seul, eh bien, il amasse beaucoup plus d'argent, il a signé beaucoup plus de contrats, il est désormais avec Kia Motors, Adidas, il fait des concerts à guichet fermé, que ce soit en Afrique, en Amérique, dans le monde entier. Et c'est à cause de la pandémie de coronavirus qu'il est resté stop dernièrement. Sinon, quand il est seul, il gagne mieux. Voilà. C'est dommage, hein? C'est dommage, mais Bruno. Très dommage parce que voilà, quand on sait le lien qu'il y a de famille, bien entendu, 2 jumeaux, et que bon, voilà, à la fin. Comme quoi, Herman, l'argent reste l'argent. Oui, ça, c'est pas. C'est souvent cause de malentendus. Dans ce cas, c'est pas l'argent. Je pense que c'est un problème de famille, puisque Peter est avec sa femme et ses 2 filles. Paul également est avec sa femme et ses enfants. Et Paul, c'est celui-là qui manque constamment de respect, voilà, à l'endroit de la famille de Peter. Donc, ça c'est
comment je vais dire, ça a duré dans le temps. Déjà 3 fois dans le passé, ils se sont séparés pour les mêmes raisons. Je pense que ce qui les divise, c'est pas l'argent, mais c'est plutôt la femme. Et c'est parce que Paul, il manque constamment de respect, voilà, à la femme de son frère. Et le frère ne supporte pas puisqu'il est marié à cette dame. Et il dit, pour son vœu de mariage, il se doit de protéger sa famille, de protéger sa femme et ses enfants. Donc, il ne tolérerait pas que son frère manque de respect à sa femme et à ses enfants. Pourquoi il manque de respect à sa femme et à ses enfants? Je pense que Paul n'a jamais digéré le mariage de son frère et de cette dame parce que c'est une dame de Galais que Peter a épousée. Donc, je pense que dans le passé, il y a sûrement eu des incidents, des antécédents. Et puis, bon, Paul n'a jamais digéré cette femme-là. Et avec le temps, voilà, ça n'a pas changé. Ils se sont fait des vœux. Ça aussi, on ne peut pas forcément le savoir. Vous savez, les jumeaux entre eux, souvent en grandissant, ils se font pas mal de vœux, même parfois concernant le type de femme qu'ils vont épouser. Si, ça arrive comme ça. Vous avez des jumeaux qui se font tellement de vœux et quand après ça ne tient pas, ça crée parfois ce genre de problème. C'est grand-mère qui le dit aussi. C'est un problème à l'interne. C'est à l'interne qu'ils essayent de régler ça à l'interne. Que ce soit au Nigeria et dans le monde entier, les autorités ont tout fait pour les ramener, parce que quand même, Piscoé, c'est Piscoé, pour ceux qui le savent. En clair, dans toute collaboration, qu'elle soit familiale, qu'elle soit humaine, qu'elle soit professionnelle, le respect, surtout la tolérance, l'humilité surtout doivent être de mise. Toutes ces valeurs-là doivent guider chacun de nos pas. Eh oui. Alors, on continue affairage pour affairage. Il y a Kanye West qui enflamme la toile. En tout cas, affairage, on quitte l'Afrique, on quitte l'Europe et maintenant on va en Amérique. Pour ceux qui connaissent Kanye West, ce n'est plus l'artiste à présenter. Eh bien, dernièrement, il a sorti des chaussures pour sa marque Yeezy parce que depuis un certain temps, il a une marque et la marque c'est Yeezy. Donc, il a sorti des chaussures pour Derrick Rose et c'est des chaussures qui sont quand même à couper le souffle. Les internautes ont repris avec la complicité de la régie. Je ne sais pas, on pourra voir ces paires de chaussures-là. C'est des godasses qui n'ont rien à voir avec des chaussures, mais c'est des chaussures quand même. Ce sont les chaussures. Et voilà, ce sont des chaussures qui ont enflammé la toile et les gens ont repris, ils ont écrit pour dire, mais comment il peut sortir des choses aussi bizarres? Donc, tout le monde va porter à coup sûr. On se rappelle, dans ce pays, il avait déjà sorti une chaussure qu'il a vendue à $400, je crois. Oui, oui. Vous l'avez dit, quand vous êtes une star, tout ce qui vient de vous, ou presque tout ce qui vient de vous, est tout de suite consommé, bien apprécié. Regarde les chaussures. Ça, les bizarres. Voilà, ce sont les chaussures, les nouvelles chaussures tendance de Kanye West. À $800 en plus. Ah oui, à $800. Et c'est pour Derrick Rose. Si vous le connaissez bien, c'est un basketteur, c'est le meneur des Pistons de Detroit aux États-Unis. Oui, c'est le meneur. Donc, il a confectionné ces chaussures-là spécialement pour le meneur de Detroit qui n'est rien d'autre que Derrick Rose. Mais désormais, ce ne sera plus une chaussure pour Derrick Rose, ce sera une chaussure pour tous ceux qui le désirent. Et c'est une chaussure qui sera vendue à plus d'$1 million. Voilà, pour le moment, le montant n'est pas connu, mais il dit que ce serait vendu à plus d'$1 million. Donc, avis à ceux qui sont intéressés par cette chaussure, il va falloir... Donne-moi les $800. Je préfère que tu me donnes les $800, Mylène. On a poussé l'affairage plus loin. Il n'y a pas que des chaussures. Il y a de cela quelques jours, il a sorti des paires de lunettes. En tout cas, retenez votre souffle. Avec la complicité de la régie, on va voir ces paires de lunettes-là. Je ne sais pas comment on peut voir avec. Je te dis, j'ai fait ça ce matin, je faisais que... Non, sérieusement, comment on peut voir des lunettes, hein? Oui, confectionnées par on peut voir à travers. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé, je n'ai pas poussé l'affairage plus loin que ça. Il n'y a rien de transparent dedans, c'est un truc confectionné en bois. Vous pouvez le voir. Donc, il ne cessera jamais de nous surprendre. Après avoir déclaré sa candidature à la présidentielle. Ah oui, j'allais en venir là, et il a déclaré sa candidature. Donc, Kanye West, ne vous inquiétez pas, si très prochainement il remplace Donald Trump, il veut être président des États-Unis. Voilà, ce sera tout pour l'affairage de ce matin. Et on va se retrouver très prochainement pour les vrais affairages. C'est déjà mercredi. On se retrouve mercredi, dans Gossip. Oui, dans Gossip. N'est-ce pas? Merci beaucoup donc à Jocelyne. Cette émission va se poursuivre. On va installer le forum de discussion. Mais avant, on fait un tour au service commercial. Un
anniversaire, c'est une fois l'an et il faut le rendre spécial avec Birthday TV. Dis-lui directement à la télé tes vœux d'anniversaire de naissance, mariage, création d'entreprise et tout type d'anniversaire. Avec 10 499 francs CFA seulement, dis Happy Birthday à papa, maman, à ta chérie, au patron, à tes collaborateurs et à tous tes êtres aimés. Vos vœux passeront le jour de l'anniversaire du lundi au vendredi à 7h30, 13h30, les samedis et dimanches, 13h30 et 18h30. Attention, attention! Besoin de visibilité sur votre marque, entreprise ou envie de devenir partenaire, annonceur, sponsor et autres? Rejoignez-nous sur Birthday TV pour des moments inoubliables. Comment faire? Pour plus d'informations, contactez-nous sur WhatsApp au 00229 66 29 60 60. Birthday, que du bonheur! Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations, téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. Vendre, acheter, communiquer. Faites-le désormais sur Quoi acheter. Annonceur, contactez-nous au 96 80 73 80. Le Talk s'intéresse aujourd'hui à une question. Le Bénin est-il toujours le quartier latin de l'Afrique? Autrefois, on l'avait dit, le Dahomey, c'était la citation d'origine. Le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique. C'est vrai que c'est une portion. On va s'intéresser rien qu'à cette petite portion. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas dans la pratique et dans les faits? Pour en parler, le plateau a entre-temps changé de configuration. Il est toujours avec nous, Didas Tossou, Jocelyne Sénahon, Bruno Swali aussi, donc ils sont avec nous. Et quelqu'un d'autre s'y est ajouté, lui c'est Claude Azalou Tingbe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes socio-anthropologue, vous êtes chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également le président de l'ONG Jeunesse Excellence du Bénin. Jeunesse Excellence du Bénin. Ouais. Merci donc d'avoir accepté notre invitation sur la parenthèse. C'est un plaisir. Alors, et je reste d'entrer avec nous. On parle de quartier latin, quartier latin. Il va falloir à un moment donné faire une clarification conceptuelle, n'est-ce pas? Ouais. Quand on dit quartier latin, c'est quoi? Oui, quand on dit quartier latin, on fait référence à l'intelligentsia. On fait référence surtout à l'intellectualisme. Et cette expression sortie par Emmanuel Mounier dans les années 1943, quand il était venu en 1942 en mission, envoyé par l'Alliance française en tant que conférencier dans l'Afrique ouest francophone. Il avait fait 2 mois où il a observé correctement le Dahomey dans 30 ans et il avait vu que le Dahomey regorgeait d'assez d'intellectuels de haut rang. Il y avait les Paul Khazoumen, il y avait même les tenants de l'indépendance, Hubert Manga, Aroma Negbe, Soro Migan Apeti et autres. Donc c'est des têtes bien faites. Des têtes très bien faites dans le temps. Et il a relaté dans son ouvrage L'éveil de l'Afrique noire. Mais il faut dire que ce thème cette expression de quartier latin a un peu voyagé dans le temps. Je me rappelle qu'au lendemain des indépendances, il y a le Sénégal qui nous a repris la vedette avec Léopold Sédar Senghor, qui était le premier africain à agrégé. l'Académie. Voilà, le premier agrégé pardon. En grammaire. Il était un auteur de renommée mondiale, internationale.
Il avait fait de Dakar la capitale de la culture africaine. Mais entre-temps, plus tard, il y a le Bénin qui est revenu avec les Jean Pliard, avec les Honorat Aguessi, avec les Tingui Azalou, avec beaucoup d'autres contemporains qui sont venus. Il vous en voudrait de ne pas signer. Parce que puis, vous êtes le fils donc, du professeur Albert Tingui Azalou, éminent professeur, n'est-ce pas, de notre pays. Et donc, avec le retour de ces contemporains, le Bénin a repris en quelque sorte ce titre de quartier latin. Albert Evoidjire aussi. Il y a Dominique Titus, il y a même Eustache Ressou, on peut le dire aussi, hein, qui a le RTV. Et le Bénin a repris ce titre, mais aujourd'hui, on se pose un peu quelques questions quant à l'avenir. Quant au futur, c'est-à-dire quant aux générations qui sont en train de venir. Sinon, pour le moment, jusque-là, nous avons toujours de très grands cadres. Mais il faut dire que quand on parle de quartier latin, on parle plus de la littérature que de la science, en réalité. C'est beaucoup plus la littérature, parce que dans le temps, il fallait savoir bien enchaîner, bien rouler la langue du colon. Aujourd'hui, vous allez voir qu'au niveau de la jeunesse, si vous prenez une promotion, tout entière, c'est à peine vous allez voir, je parle de ceux qui sont actuellement au secondaire ou peut-être à l'université et qui continuent d'étudier, c'est à peine vous allez voir 30% qui arrivent à s'exprimer correctement bien en français sans commettre de faute. Et quand vous allez à l'écrit, c'est que ce pourcentage diminue. Vous vous retrouvez à près de 10%. Donc, on se pose quelques questions quant à l'avenir. Est-ce que le Bénin continuera réellement d'être quartier latin? C'est vrai que c'est une citation d'Emmanuel Mounier. Après, il n'y a plus une étude officielle, parce qu'avant de redéclarer le Bénin quartier latin de l'Afrique, ou bien il n'est plus quartier latin de l'Afrique, il va falloir faire encore de nouvelles observations et comparer maintenant notre intelligentsia avec l'intelligentsia des autres pays. Alors, Jocelyne, Claude l'a rappelé tout à l'heure, au début donc, des années 50, 40, 50, il y a eu ce bouillonnement intellectuel qui a fait en sorte que cet expatrié a qualifié le Bénin quartier latin de l'Afrique. Quand vous observez aujourd'hui la jeune génération à laquelle vous faites partie, à laquelle j'en fais partie, est-ce que vous sentez justement qu'il y a le prolongement de ce que ces aînés-là ont eu à faire? En tout cas, de nos jours, tout ce qui se fait ne sera pas balayé du revers de la main. Les intellectuels au Bénin aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Dans le passé, il y en a eu, comme vous l'aviez dit, avant les indépendances, dans les années 50. Comme l'a su bien dit Steve Mounier, Emmanuel Mounier. Tellement je suis à fond dans le sport. Ça, c'est à fond dans le sport. Je parle de Steve Mounier, non, il s'agit plutôt d'Emmanuel Mounier, qu'il a écrit dans l'un de ses ouvrages et a dit que le Bénin serait le quartier latin de l'Afrique dans le temps, parce que en ce temps-là, il y avait beaucoup d'intellectuels béninois qui évoluaient sur le vieux continent, en Europe. Oui, plus précisément, il y avait des docteurs, des professeurs qui étaient en Europe et qui s'illustraient dans leur domaine, peu importe le domaine qui était, mais beaucoup plus en littérature, parce que quand il parle de quartier latin, comme l'a su bien dit notre invité, voilà, c'est beaucoup plus en référence à la littérature. Donc en ce temps-là, c'était les Béninois qui occupaient les premières places, les premiers rangs en Europe, et Steve Mounier, lui, qui est venu... Toujours Steve Mounier. Ah, Emmanuel Mounier, qui est venu au Bénin, qui a quitté l'Europe et qui est venu au Bénin. Il a fait rapidement, il a su concilier ce qu'il a vu en Europe avant de venir ici et ce qu'il a vu sur le tas. Donc là, il a déclaré que le Bénin serait le quartier latin de l'Afrique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intellectuels. Jusque dans les autres pays aussi, les gens ne baissent pas les bras. Donc dire que le Bénin garde encore ce titre-là, je ne saurais le dire. Mais quand même, il y a beaucoup d'intellectuels au Bénin. Et de jour en jour, voilà, il y a encore des intellectuels. Mais dans les autres pays également, il y a des intellectuels. Donc je ne sais pas si le Bénin garde toujours ce cap. Je ne pense pas, je ne sais pas. Je ne saurais l'affirmer. Alors Bruno, on sait ce que la langue latine a été pour
le monde entier, on va le dire ainsi, il y a plusieurs langues qui sont dérivées du latin. On a le français que nous parlons, on a, je crois, l'espagnol, le portugais, l'italien, toutes ces langues qui sont rattachées à la langue latine. Donc, certainement, l'esprit dans lequel était Emmanuel Mounier, en tout cas, on suppose, c'était plus, on va dire, dans l'expression française, dans le verbe, dans la culture générale. Et aujourd'hui, est-ce que le Bénin a toujours, en tout cas, cette verve qu'on lui reconnaissait? Parce que, si vous en souvenez bien, à la conférence des forces vives de février 90, lorsque vous voyez tous ceux qui étaient là, Robert Dossou, Albert Tevouedre, qui était le rapporteur des travaux, Monseigneur de Souza, bref, tous ces intellectuels qui étaient présents à ces assises, on se rend compte que vraiment il y avait ce bouillonnement de culture. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Je crois que par le passé, le Bénin avait un pédigré vraiment impressionnant. Vous avez rappelé l'un des moments où nous avons pu voir toute la matière grise, l'éminence grise du Bénin se réunir pour pouvoir décider du sort de ce pays au plan politique. Mais aujourd'hui, la question que vous posez, elle est vraiment, je dirais, primordiale. Est-ce que nous continuons toujours de tenir cette place? C'est difficile à justifier dans le sens du oui, parce que je crois que l'eau a coulé sous les ponts, ça il faut le dire. On n'est plus, Jocelyne n'a pas peut-être voulu être directe, mais je voulu mettre les pieds dans le plat. Ça c'est mon avis, je ne pense pas que nous sommes vraiment encore au même niveau, parce que nous parlons de littérature. Moi je vais beaucoup plus m'accentuer sur la littérature. Emmanuel, vous avez fait les lettres, vous savez ce que le Bénin a représenté dans la littérature africaine. Absolument. À un moment donné de l'histoire de l'Afrique en termes de littérature. Les plumes. J'apporte de l'eau à votre moulin, oui, en ajoutant qu'il y a deux écrivains qui font partie des pionniers de la littérature africaine d'expression française. Je pense en l'occurrence à Félix Kouchouro à travers l'Esclave et Paul Razoumé à travers Dogissimi. Voilà. Sans oublier Jean Pliat, Olympe Belliquenom. Olympe Belliquenom, voilà, Ascension Boyaro plus récemment, qui sont des gens qui véritablement, qui ont beaucoup apporté à la littérature africaine. Mais aujourd'hui, si nous devons faire l'état des lieux, on laisse le passé, on prend peut-être des années, je dirais peut-être 90 ou 95 à nos jours. Quelle est la place du Bénin en termes d'apport au niveau de la littérature africaine? Je ne pense pas que le niveau est le même. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et récemment, Eman, vous avez fait un truc, enfin, vous étiez en immersion dans le monde littéraire béninois à l'occasion des 60 ans et vous vous êtes rendu compte, ce n'est pas moi qui le dis, eux-mêmes ont reconnu, ces acteurs-là, que véritablement, il y a un gap qui s'est créé entre, je ne sais pas, cette génération que nous continuons de saluer jusqu'à ce jour qui a donné au Bénin cette place-là et aujourd'hui. Donc, c'est assez compliqué. Pour en finir, au niveau des programmes aujourd'hui, vous savez, par le passé, au niveau de nos programmes dans l'éducation, il y avait pas mal de méthodes ou de méthodologies qui ont véritablement contribué à bâtir des cadres d'un certain niveau. Je pense à la dictée question que vous avez faite, que j'ai faite, et qui, en termes de langue française, a véritablement bâti les Béninois. Aujourd'hui, c'est des matières qui sont en voie de disparition, pour ne pas dire qui ne sont plus. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de voir des élèves d'un certain niveau d'écrire du bon français, de parler du bon français. Jusqu'à un certain niveau, certains ont du mal à écrire leur nom. Donc, vous vous demandez à cette allure, est-ce qu'on aura un digne, je dirais, héritier de Jean Pliat, un digne héritier de Tevo Edjere, un digne héritier de Félix Kouchouro, un digne héritier de Ascension Boyaro, un digne héritier de tous ces noms-là que nous avons cités, qui à un moment donné ont permis à l'Afrique ou à l'Afrique de l'Ouest de voir le Bénin comme véritablement un réservoir de matière grise. Alors, Claude Azaloutingbe, est-ce que... Non, j'allais oublier, dit Dastossou. Quand on prend le débat rien que par le bout de la littérature, est-ce qu'on ne fait pas un mauvais débat? Est-ce qu'on ne fait pas un faux débat? Sinon, un débat pas complet, parce qu'il n'y a pas que la littérature. Et le Bénin s'illustre aujourd'hui également dans d'autres sciences. La médecine, par exemple, il y a beaucoup de médecins béninois en France. Est-ce que c'est rien que la littérature qui définit, on va dire quoi, l'éminence grise d'un pays? Non, merci beaucoup. Moi, je crois que il fallait chercher à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on est en train de douter de ce que nous continuons d'être quartier latin. C'est ça la situation. C'est vrai, mon collègue Claude
vient d'exprimer un peu et vient de faire un point partiel de nos grands-parents, nos aïeux qui ont fait la fierté de ce pays. Mais dans le même temps, il faut dire que nous sommes en train de changer de paradigme. Quand vous rentrez à l'université, on ne demande plus si vous parlez bien le français. On demande qu'est-ce que vous savez faire. Donc, on a introduit un autre comportement. Je dois être entrepreneur, je dois être ci, je dois être ça. Ça fait qu'on a commencé à passer d'une étape de quelqu'un qui se maîtrise, de quelqu'un qui dit qui nous sommes. Parce que quand on parle de Olympe Belliquenot, on parle de Jean Pléa, quand vous les lisez, vous savez qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Mais on dit non, ça ne suffit pas. Il faut passer maintenant à l'action. Il faut que je crée quelque chose. En voulant créer, je ne me coupe plus de la lecture. En voulant créer, on dit on n'a pas le temps de faire même dicter, comme le dit Bruno. Donc, c'est parce que nous sommes en train de passer d'une étape de réflexion, de pensée, et à une action plus technique, plus palpable, plus touchable, comme ça que on ne peut plus affirmer que nous avons vraiment ce monde-là qui va transmettre l'héritage aux jeunes générations. Mais l'autre aspect, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement la littérature. Le Bénin continue. Moi, j'ai eu à échanger avec des amis d'autres pays de la sous-région. Ils ont dit que le Bénin continue de jouer son rôle. Le Bénin continue de jouer, je ne vais pas citer des pays ici, mais on a dit, quand un Béninois parle, quand il veut parler, quand il veut présenter quelque chose, il est toujours différent par rapport à d'autres. Donc, on a encore cette fierté, mais on ne va pas quand même se targuer de dire, c'est déjà bon, il faut qu'on améliore. Il faut qu'on améliore, c'est votre avis évidemment, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on améliore et il faut qu'on encourage la génération qui est en train de venir. En quoi faisant alors? En quoi faisant? En faisant la promotion, en faisant davantage, je vais dire, la promotion de toutes les sciences, pas seulement littéraires. Entre-temps, c'était plus facile pour nos parents ou pour les anciens d'émerger facilement dès qu'ils ont envie, parce qu'il y avait assez de bourses. Et c'est dans l'optique de décrocher ces genres d'opportunités qu'ils se surpassent. Aujourd'hui, il y a la poussée démographique, il y a plus de personnes, moins de bourses. Donc, si l'État peut encourager davantage cet intellectualisme à travers des subventions, des bourses qui vont s'ajouter à ce qu'il y a, je pense que ça va beaucoup plus encore inspirer les jeunes. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, les jeunes sont pressés et beaucoup dévient. Vous voyez, là où on est actuellement au Bénin et en Afrique en général, nous sommes confrontés à un problème. C'est quoi? La science, il faut réellement être dans un certain état pour la faire. Et quand le Béninois est en train de chercher ce qu'il doit manger, vous convenez avec moi que le temps qu'il doit donner à la science pour pouvoir cultiver son intellectualisme se réduit. Et donc, il se lance dans les petits jobs et du coup, ça réduit un peu sa capacité de progresser dans le domaine intellectuel. Alors, Bruno, par le passé, on voyait, lorsque vous avez le baccalauréat, soit vous allez à William-Ponty, à Rufisque, enfin, lorsque vous avez votre diplôme, vous allez soit à William-Ponty, soit à Rufisque pour les dames. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que on a un déficit de formation, en tout cas de formation assez rigoureuse? Au niveau universitaire, je ne pense pas, parce que si je laisse même l'extérieur, je pense que... Après le certificat, j'allais dire. Oui, bon, au Bénin, de façon globale, je pense qu'on a de très bons enseignants. Maintenant, moi, je remets la balle plutôt au niveau des apprenants. Est-ce que les apprenants ont de la volonté? Là est la véritable question. Herman, pour moi, à part le développement, d'accord, il y a trois choses peut-être qui mettent un pays sur orbite ou qui donnent de l'écho à un pays au plan mondial ou continental. C'est peut-être la littérature de ce pays-là,
la science de ce pays-là et le sport. Donc pour moi, c'est les 3 facteurs qui peuvent mettre un pays véritablement sur orbite. Lorsque on a tous appris beaucoup sur la France sans y être allé grâce à la littérature. On a beaucoup appris des États-Unis, de la Grande-Bretagne sans y être allé grâce à leurs scientifiques. Donc je pense qu'il y a ce problème-là aujourd'hui. La question de l'orientation également des apprenants. Aujourd'hui, vous voyez une ruée vers les filières littéraires, souvent pas pour grands résultats, parce que vous voyez des gens qui veulent faire littérature, comme je l'ai dit, sans véritablement avoir une véritable base pour la sans faire. réelle conviction. Et vous voyez une petite partie aller vers les sciences. Après, maintenant, le niveau supérieur, c'est vrai que par le passé, nous avons eu pas mal d'ouvertures vers l'extérieur, des ouvertures qui ont permis à des Béninois d'aller se forger une bonne connaissance ailleurs et de rentrer et d'être véritablement des têtes fortes pour le pays. Aujourd'hui, la formation, oui, mais je pense que, comme je l'ai dit, le problème n'est pas au niveau des enseignants, mais je continue de penser et je continue d'être de ceux qui pensent qu'au Bénin, nous avons de très grands enseignants, de bons enseignants, des gens qui ont véritablement beaucoup de choses à apprendre, mais au niveau des apprenants, la question est encore en suspens. Alors, comment, Jocelyne, impulser le goût, l'amour de la culture générale à des apprenants manifestement réfractaires? Je pense que Claude l'a déjà dit, c'est déjà de mettre à disposition de tout le monde des bourses parce que c'est ce qui motive. Parfois, vous avez envie de faire, mais il y a d'autres obligations. C'est déjà comment se nourrir, comment se loger, comment se vêtir. Donc, tant que vous pensez à ces choses-là, vous n'avez pas forcément le moral, le bagage pour vraiment vous investir dans ce que vous deviez faire. Donc, il va falloir peut-être octroyer, mettre à disposition de tous ceux-là qui sont intéressés des bourses ou même des concours et des subventions. Je pense que Claude a su bien le dire. C'est déjà ça. Et en dehors de ça, moi, je voudrais revenir un peu sur la question de quartier latin et évoquer un autre aspect de la chose très rapidement. C'est que quand on dit que le Bénin est le quartier latin, en dehors de tout ce qu'on a dit, c'est que quand tu prends un Béninois, il te parle très bien le français. Contrairement aux autres de la sous-région, je veux parler des Maliens. C'est pas que c'est pas un peu chauvin, non, mais les Maliens vous diront, non, mais les gens des autres pays vous diront pareil. Ils vous diront pareil. Les Béninois sont ceux-là qui vous parlent très bien le français. C'est un peu chauvin, n'est-ce pas? On est tous un peu chauvin d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est ce qu'on a retenu. C'est ce qu'on a retenu du Béninois. C'est ce qu'on nous a inculqué. Et c'est ce qui est. C'est pas seulement ce qu'on nous a inculqué, c'est ce qui est. Parce qu'il y a un moment, quand tu prends un Béninois, il est éloquent, il te parle très bien le français. Et un français soutenu. Et après, c'est le Sénégal qui, en temps, nous a ravi la vedette parce que quand tu prends les Sénégalais, ils étaient à fond dedans avec l'avènement de Léopold Sédar Senghor, l'université Cheikh Anta Diop, tout ça qui formait de grands intellos, de grands, comment on dit, de grands orateurs. Voilà, de grands orateurs. Maintenant, de nos jours, moi, je peux encore revenir sur la question et dire que le Bénin garde toujours son cap parce qu'aujourd'hui, ce Sénégal-là qui nous a ravi la vedette, quand tu prends les Sénégalais, aujourd'hui, tu ne peux pas suivre une chaîne sénégalaise et ne pas écouter du Wolof. Les gens ne s'intéressent plus beaucoup aux Français. Oui, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas la promotion de leur langue nationale parce que le développement passe, vous me le direz sans nul doute, Claude, mais avant, je prends l'avis de Didas, est-ce que le développement ne passe pas aussi par cela? On ne va pas tout le temps faire la promotion, on va dire, d'une langue étrangère. Et je crois que le pays a compris, au niveau de l'ORTB, avec votre radio Alafia, par exemple. Radio Bénin Alafia. Voilà, Bénin Alafia. Je crois que c'est cette idée-là qui a conduit à la création de cette radio. Je crois qu'il faut qu'on soit vraiment sincère envers nous-mêmes. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse la promotion. Il faut qu'on intéresse les gens. Mais la question fondamentale, est-ce que c'est français je vais manger? C'est ça, on va vous dire. Nous venons d'avoir... on va finir, oui. Voilà. Nous devons voir nos jeunes frères avoir le baccalauréat aujourd'hui, mais les parents vont dire, je ne veux pas que tu ailles faire les lettres modernes, que tu ailles faire la sociologie, que tu ailles faire la linguistique, parce que demain, il va faire quoi? Il va rester à la maison. Si on doit chercher à ce que ces enfants suivent nos grands-parents, suivent nos parents, il faut que nous puissions leur dire, mais dès que vous allez finir, il y a cette opportunité. Le Béninois, dès qu'il sait qu'il y a quelque chose qui m'attend, il se met à fond. C'est ça le Béninois. En clair, on récapitule.
Le Bénin est-il toujours le quartier latin de l'Afrique? Sans aucune étude officielle moderne actuellement, on ne peut pas le dire, mais on va dire oui. On va dire oui à cause de tous les cadres que nous avons. Pas vraiment. Jocelyne? Oui. Mon pays garde son cap. Merci, monsieur. Allez, on va amorcer la descente et Didas pour pouvoir équilibrer les débats. Il y a une dame qui veut jouer aujourd'hui avec nous, Voilà. n'est-ce pas? Allez, on va installer le quiz. Le quiz, c'est la dernière rubrique de cette émission. Claude, vous connaissez déjà le principe, non? Faut-il rappeler? Ouais, il faut me rappeler ça. 5 questions pour déterminer un grand champion. Si le Bénin est toujours le quartier latin de l'Afrique, c'est maintenant, on va le savoir. C'est maintenant, on va le savoir. En tout cas, ça passe déjà par mes chroniqueurs déjà sur le plateau. Les équipes sont constituées comment? Les équipes croisées. On va faire aujourd'hui des croisées. Ok, parce que les dames, elles l'emportent toujours. Hein? Oui, la dernière elles l'emportent fois, toujours. Oui. elles l'emportent Oui. toujours. Oui, Donc, oui, on va croiser aujourd'hui. On va pour croiser. équilibrer, pour ne pas encore... Donc, les deux extrêmes, équipe A, équipe B. Est-ce qu'on est d'accord? Les deux extrêmes. Équipe A, équipe B. Ok. D'accord. On croise. On croise, on croise. Tu as foi ta musique. En clair, c'est... Ah, il y a de la musique C'est Mylène et Bruno et MB et Claude Jocelyne, CJ. Qui suis-je? Je suis né en 1928 à Ouidah au Bénin. Je vis actuellement en France. Je suis titulaire d'une licence en lettres classiques. J'enseigne tout d'abord le français, le grec et le latin dans différents lycées en région parisienne. J'effectue ensuite des stages de diplomatie dans différents consulats généraux de France, dans différents pays européens. J'entre ensuite dans le journalisme en tant que rédacteur en chef, puis directeur du magazine La Vie africaine, que je dirige jusqu'en 1964. Je fonde avec ma femme le magazine L'Afrique actuelle, que je dirige jusqu'à mon entrée à l'UNESCO. Fonctionnaire international, j'ai été appelé à effectuer plusieurs missions dans la plupart des pays africains. Je suis également membre de l'Association internationale des critiques littéraires. Personne ne l'a. Je suis également membre de l'Association internationale des critiques littéraires, écrivain. Je suis, entre autres, l'auteur de la trilogie Le Chant du Lac, Les Appels du Vaudou et surtout, Un piège sans fin. Je suis Olympe Belliconome. Je suis Olympe Belliconome. Un point pour Jocelyne. J'ai pensé à lui, mais je me demandais, est-ce qu'il vit encore? Parce que tu as dit, je suis en France. Bien sûr. Ok. Il vit toujours. Il est en France. Qui suis-je? Sœur jumelle d'un souverain, la musique est ma passion. Selon l'histoire, je chantais remarquablement bien. Avec mes belles chansons, j'égayais chaque soir les réunions entre mon père et mes frères. L'histoire révèle même que les soirs où j'étais absente, le roi et ses frères envoyaient des serviteurs m'appeler, car ne pouvant se passer de mes douces mélodies. J'hérite alors d'un sobriquet qui littéralement traduit en français devient la voix de la chanson. Cette appellation deviendra plus tard mon nom officiel dans tout le royaume. Je suis la reine-mère des Amazones du Dahomey, un royaume sur lequel... La bonne prononciation. Un royaume sur lequel... Tassirangbe. Un royaume sur lequel j'ai régné pendant 3 ans. Je suis la sœur jumelle du roi Akaba. Je suis Tassirangbe. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tassirangbe. 2-0. Équipe Mylène Bruno, vous êtes absente. Équipe, bien sûr. Équipe A. Que suis-je? Je suis érigé dans la nuit du 12 au 13 août 1961 et deviens l'un des symboles physiques de la guerre froide. J'ai commencé discrètement. Quand les habitants dorment, les soldats autochtones soutenus par les soviétiques entreprennent la mise en œuvre de leur projet resté secret jusqu'alors. Je suis un dispositif qui va couper la ville en deux pendant plus de 20 ans. Pendant toutes ces années, c'est non seulement la capitale allemande, mais le pays, l'Europe. Le mur de Berlin. Bonne réponse. Oui. Mais le pays, l'Europe et le monde lui-même que je vais scinder en deux. J'ai été brisé le 9 novembre 1989 et met fin à la séparation d'un même pays. Je suis surnommé le mur de la honte, le Berliner Mauer. Je suis le mur de Berlin. Bonne réponse. Que suis-je? Que suis-je? Territoire de 44 hectares. Je compte en 2012 832 habitants. Je suis sein de murailles qui délimitent mon périmètre. Je suis internationalement reconnu au lendemain des accords de Latran, le 11 février 1929. Mais mon histoire remonte à la plus haute antiquité. Je suis un important site archéologique du monde romain, situé sur la colline du même nom.
Mon drapeau est l'un des seuls drapeaux au monde ayant la forme carrée avec celui de la Suisse. Je suis la représentation la plus forte du catholicisme romain. Le Vatican. Le Vatican. Le Vatican. Bonne réponse pour Jocelyne. Et la dernière question pour Duberge. Donc, je suis, disais-je, la représentation la plus forte du catholicisme. J'abrite la résidence du pape. Je suis le Vatican. Que suis-je? Question c'est où qui suis-je? Question cinéma. Je suis un acteur belge au succès international après m'être exercé dans ma plus tendre enfance aux arts martiaux et spécialement au karaté. Je pars m'installer à Los Angeles en 82. Non, sérieusement? Si c'est une bonne réponse, Dis-moi que non. c'est que vous avez 4 bonnes réponses. Cinéma, c'est... Avec $2000 en poche et sans avoir parlé français, je me lance à la conquête d'Hollywood. Je suis bien sûr Jean-Claude Van Damme. Je suis Jean-Claude Van Damme. Inconnu, je dois repartir de zéro et enchaîne les petits boulots. Chauffeur de taxi, livreur de pizza, professeur de danse. J'impressionne un jour le producteur Melahem Golan rencontré dans un restaurant. Celui-ci me propose le rôle principal de Bloodsport. De Bloodsport, oui, qui sort, j'allais dire, en 1988. C'est alors la consécration et les films s'enchaînent tels que Kickboxer, Full Contact ou Universal Soldier. Après 33 ans de carrière, j'ai joué dans 59 films et 3 séries. Mon prénom en abréviation donne JC. Je suis Jean-Claude Van Damme. Je ne savais pas qu'il était belge. Je ne savais pas. Et puis on a un Claude sur le plateau. Si, N'est-ce pas? c'est un Belge. Jocelyne, vous avez fait aujourd'hui un match remarquable. En tout cas, j'ai empoché 4 points pour mon 4 équipe. points pour ton équipe. Le Bénin reste le quartier latin de l'Afrique. Bruno, vous avez été battu 4-1. C'était cinglant. Ça a été un balayage, tout simplement. Un balayage. Merci donc à vous, Mylène, Bruno, Jocelyne. Merci également à Claude. Merci à Rebecca. Merci à toute l'équipe de préparation et de présentation de cette émission. Madame, Monsieur, c'est fini pour ce numéro. Je vous retrouve demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7 heures. D'ici là, portez-vous très bien, car vous le savez, sans vous, eh bien, nous n'existons pas. Au revoir.